c'est là où justement il y a beaucoup de sortes d'hallucinations. Vous citez le traité des hallucinations d'Henriet, et c'est là où, à nouveau, je reviens sur une tension qui me paraît, enfin, peut-être que je la durcis, mais qui me paraît intuitivement beaucoup plus forte que celle que vous voulez bien admettre entre ces deux genres d'hallucinations. La plus grave étant l'hallucination visuelle. Et justement, c'est ça qui est très délicat, parce que vous dites c'est englobant. Il y a un critère diagnostique très simple avec le pour savoir si quelqu'un est vraiment halluciné, ou bien si c'est une sorte de tourbillon imaginaire, comme ça. C'est quelque chose qui se pose souvent dans les services qui travaillent avec des gens qui viennent de pays lointains, voilà, mais parfois même des gens qui vivent dans la Caraïbe ou des choses comme ça. C'est des phénomènes imaginaires absolument explosifs, on ne sait pas trop quoi penser. Mais une chose qui est très certaine, c'est que si vous êtes sous votre douche, et que vous entendez une voix qui vous appelle comme ça derrière vous, un psychiatre ne va pas vous traiter en vous considérant comme un halluciné. Pour qu'il y ait une hallucination, il faut que la voix elle vienne de chez le voisin du dessus, ou bien de l'autre côté de ce mur. Et si je vais de l'autre côté du mur, je vais dans la pièce d'à côté, la voix elle s'est mise ici. Autrement dit, le principe de l'hallucination psychotique, c'est qu'elle procède toujours d'un lieu inaccessible au sujet. Bon. Ce qui est quand même très 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 singulier. Quand il parle des êtres supérieurs, il ne parle pas de gens qui sont dans son espace. Voilà. Et que l'hallucination acoustique, qui est acoustique dans le meilleur des cas, parce qu'elle peut être simplement la perception d'une signification inondante, comme ça, une sorte d'intuition indiscutable, mais qui fonctionne sur le mode de la certitude, qui n'a pas besoin d'être voisée. Quand vous parlez de la croyance, moi j'aime bien rappeler un truc qu'on trouve aussi dans Lacan, mais qui était déjà dans Henriet, en fait, c'est qu'il y a plein d'hallucinés, il y a des psychotiques qui vous disent qu'ils ne croient pas à leur voix. Hein, ils croient pas que... Ils sont pas fous, quoi. Hein, ils savent très bien qu'il n'y a personne. Sauf que ce que les voix disent de faire, ils le font. La façon dont les voix le décrivent, ils voient le monde ainsi. Autrement dit, ils ne croient pas à leur voix, mais ils croient leur voix. Ce qui est extrêmement important, parce que ça, c'est ce qui montre que ce n'est pas des images acoustiques. Et c'est pour ça que, vous voyez, quand vous parlez tout d'un coup là, du champ du tableau, c'est une idée extrêmement profonde de dire que le champ du tableau était constitué à partir de la constitution d'un espace inaccessible. Celui d'où vient l'hallucination acoustique. Alors chez Polke, moi je trouve que ça fait évidemment regarder ce qu'il produit de façon totalement différente. C'est-à-dire que c'est plus simplement des stratifications. Ça l'est pas, non, bien sûr. Alors, non, attendez, si c'était ça serait pas Polke. On ne parlerait pas de Polke à ce moment-là. Cette extériorité du chant, le chant, que ce soit chez Polke ou chez Matisse, ça ne peut pas être juste un aplat. Enfin, la pire bêtise qui ait jamais été écrite, ni non plus ce qu'on voit dans un miroir, c'est-à-dire l'espace virtuel. Absolument, voilà. Absolument. C'est pas une fenêtre. Donc le tableau n'est pas une fenêtre. La pire bêtise du modernisme, c'est de penser, du modernisme entre guillemets, puisque vous avez remarqué que vous n'employez quasiment jamais. Je n'emploie jamais ni modernisme ni postmodernisme. J'ai commencé à faire de l'histoire de l'art sérieusement, je crois, quand j'ai évacué ces deux notions. Avant, c'était pas sérieux. Les dégâts de ces notions, dans le domaine de l'histoire de l'art et de l'histoire de la pensée en général, sont incroyables. On commence à respirer et à penser quand on s'est libéré de ces notions. Alors, mais quand vous prenez la conception, par exemple, moderniste du chant, c'est incroyable. On continue à penser que c'est le plan. C'est incroyable. On continue. Alors que n'importe qui a vu un Matisse dans sa vie ou un Polke, c'est bien que ce n'est pas du chant. Du plan, pardon. Seulement du plan. Voilà. Et regardez Duchamp, la mariée mise à nu par Pocou, Duchamp. Non mais c'est vrai, non mais il y a ce truc magnifique, il faut bien le dire, hein, il s'appelle Duchamp, quoi. C'est l'artiste français qui a fait autre chose que Matisse, quoi, hein, parce que c'est ça Duchamp. Hein. C'est quelqu'un qui un jour s'est réveillé en disant
Non mais je simplifie, mais il y a vraiment ça. Enfin, il s'est réveillé en se disant, oui bien sûr, je regardais Cézanne, hein, parce que comme tout le monde, il a commencé comme ça, mais mon Picasso ne l'a jamais intéressé. Il était fasciné par Matisse à juste titre, il pensait à juste titre que c'était le grand peintre de la couleur et du champ coloré. Mais il disait, je ne pourrais jamais faire ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Un grand verre. Mais un grand verre, pas un miroir, hein, un grand verre, ça on traverse, hein, on regarde au travers. Hein, c'est le grand verre. Et là, il y a un champ qui n'est pas, évidemment, un plan, puisque c'est transparent. Et il dit même qu'il sort du rétinien. Et voilà, il le dit explicitement. Il le dit explicitement. Oui, c'est explicite chez lui. Alors maintenant, relisez toutes les notes de la boîte verte, et vous verrez qu'il n'est question que d'hallucination auditive. Et donc, je soutiens qu'on peut penser le champ pictural hors du plan du tableau. Il se trouve que j'ai énormément écrit sur le tableau et tout ça avant, hein. Donc je me suis appuyé sur un certain nombre d'acquis, j'ai peut-être eu tort, mais bon, c'était pour éviter que le livre soit trop épais. Mais si vous voulez, je considère, et c'est ça qui m'intéresse énormément dans cette enquête, que justement le croisement de la peinture et de la poésie, le croisement des deux hallucinations, etc., permettait de penser cet autre champ, qui est un champ pictural, plus proche peut-être du champ effectivement hallucinatoire, du champ de la perception. Ou du moins un champ qui est à la fois perceptif et hallucinatoire. Bon, c'est ça qui est plus juste à mon avis. Ce champ pictural qui m'intéresse est à la fois perceptif et hallucinatoire, comme dans une espèce de battement. Alors maintenant, l'autre point que vous pointez, je ne le pointe pas suffisamment dans mon livre, on l'aperçoit en vous écoutant. Donc s'il y a une nouvelle édition, je préciserai les choses. Vous avez parfaitement, absolument raison de dire que l'hallucination vient d'ailleurs, d'un ailleurs. Et c'est même ce qui recoupe le fantasme. C'est même ce qui recoupe le fantasme, et c'est un point qui m'a énormément intéressé, parce qu'à un moment donné, j'étais presque bloqué dans mon travail par cette proximité de l'hallucination et du fantasme. Ça a été une énorme difficulté pour moi, qu'il a fallu que je surmonte, vraiment. Ça me bloquait. Parce que, comme vous savez, c'était extrêmement difficile de les dissocier vraiment. C'est ce que observait d'ailleurs l'historien d'art et psychiatre qui est à l'origine de la pensée, de l'expression psychotique. Hein, le psychiatre Heidelberg, Prinzhorn. C'est ce que Prinzhorn établit de façon remarquable dans son livre, justement, qu'il y a constamment cette possible confusion entre hallucination et fantasme, qu'on ne sait jamais vraiment si on est dans un registre ou dans l'autre. Et précisément parce qu'il y a aussi ce rapport à un autre espace. L'espace autre, la chambre d'à côté, ce qui se passe au-dessus, etc. Qu'est-ce qui se passe à côté, qu'est-ce qui se passe au-dessus, qu'est-ce qui se passe au-dessous. Je suis bien d'accord avec vous, et c'est vrai que j'aurais dû l'accentuer. Enfin, Pierre-Henri, donc ce que tu as dit, c'est juste une parenthèse, mais quand tu parles de ce qui se passe à côté de toi, je pense que c'est pas tout à fait la même chose que ce que vous venez de dire. Parce que quand tu parles de ce qui se passe... Enfin, pour le psychotique, il n'y a pas la question de ce qui se passe à côté, je crois. Hein. Ça lui vient. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de... Parce que ça, c'est le fantasme. Ah bah, si, le fantasme, il doit même prendre un fusil et aller chez le voisin. Voilà. C'est pour ça qu'ils se retrouvent chez nous après. Le fantasme, c'est se demander qu'est-ce qui se passe chez le voisin. Voilà. C'est ça que j'allais dire. Alors que... Il y a une différence quand même assez... C'est ça le fantasme. C'est qu'est-ce qui se passe chez le voisin, justement. Alors que pour le psychotique, il n'y a pas cette question-là. Ce qui se passe derrière un voile. Non mais attendez. En plus, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a une voix qui appelle. Voilà, c'est ça. Une voix qui appelle de l'autre côté du mur, c'est pas exactement la même chose qu'une scène qu'on voudrait se représenter de l'autre côté du mur. Non. Il y a aussi des voix. Je suis bien d'accord, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais il faut pouvoir l'établir. Et ce que dit justement de façon remarquable, et là c'est ce qui m'a permis d'avancer, ce que dit de façon remarquable Prinzhorn, c'est qu'on ne peut pas toujours faire la différence. Et voilà, c'est ça qu'il dit. Et il dit il faut évidemment faire la différence, mais on ne peut pas toujours. Donc j'ai ma réponse, en fait, ce qui donne consistance à votre concept d'hallucination, c'est cette zone d'indistinction. Bien sûr, bien sûr. Entre un fantasme bien sûr. Et une hallucination qui serait vraiment d'un ailleurs tel qu'on ne pourrait plus, qu'on ferait bien dire. Là, il y a quelque chose qui consiste. D'accord. Mais pour moi, ce rapport hallucination-fantasme, que je
Je le dis d'ailleurs dans l'introduction, je dis c'était la difficulté avec les... J'étais vraiment bloqué. Mais Ça non, bloquait à un au moment donné contraire, tout tient mon dessus. travail. Oui, c'est ça. C'est Il ça. fallait, Ça qui m'a intéressé, ça. il fallait que je puisse régler ça. Et sans Princeton, parce que honnêtement, c'est chez lui que j'ai trouvé la solution. La solution, c'est de dire c'est différent, mais on ne peut pas toujours faire la différence. Voilà. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, ah oui, d'accord, ça explique ma difficulté. Parce que j'avais constamment cette difficulté. Et c'est intéressant parce que par rapport à ta question de départ, hein, je crois, Pierre-Henri, il y a une petite réponse à la question de départ. C'est la vengeance. Il y a une petite réponse par rapport à ta question de départ, je crois, en tout cas, c'est que c'est ce qui fait la différence avec le déficitaire, entre guillemets, c'est que dans ce battement, justement, entre les deux, il y a une production possible. C'est-à-dire qu'il y a du sujet qui produit quelque chose. C'est-à-dire que, pour moi, là, il n'y a pas saturation, il n'y a pas un bouche-trou uniquement, par rapport à ce que tu interrogeais tout à l'heure, en tout cas. Il y a, du coup, une zone, comment dire, de réappropriation subjective, voilà, hein, de ce qui arrive au sujet. Et donc, une production possible. Pour un historien, c'est que quand vous dites que vous n'utilisez pas le mot de modernisme, alors j'avais remarqué qu'il n'était pas là, mais je pensais que vous le mettiez au moins une ou deux fois, c'est que tout ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les interprétations, les transformations des théories de la perception, etc., font du modernisme le moment paradoxal d'un hypersubjectivisme et d'un hyperobjectivisme, où le sujet percevant devient lui-même un objet pour lui-même, donc la psychanalyse est annexée comme une technique d'exploration objectiviste du sujet, enfin, il y a toutes sortes de chiasmes comme ça. Mais si vous nous en débarrassez, en fait, concrètement, avec... Enfin, nous, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, je m'en Oui, suis débarrassé. je trouve que le livre a plus de portée que de l'histoire de la littérature ou de l'art. Hein. Ça intéresse vraiment, très généralement, à la constitution de ce que c'est qu'un sujet qui voit, qui perçoit, qui hallucine, qui rêve. Et ça, il y a des usages politiques de ça. Il y a des usages épistémologiques, et pas seulement psychanalytiques. Oui, ça, Bah oui, bien sûr, oui, forcément, puisque c'est quoi la représentation, ça, représenter ou se représenter. Et vous voyez, quand vous perturbez cette histoire traditionnelle, qu'on trouve parfaitement représentée par ces les choses, c'est exactement ça. Quand vous la perturbez, ça a beaucoup de conséquences, parce qu'au fond, c'est la façon même dont on se sert de la catégorie de représentation, de sujet en face de son objet, etc., Absolument. qui est de dedans et de dehors, donc ça on l'a toujours su, c'est fragile, mais qui est de normal et de pathologique, qui est inquiété par cette zone-là. C'est ça, exactement. C'est exactement mon propos. Donc en fait, ne jamais employer le mot de modernisme, c'est une hallucination négative, et extrêmement fructueuse. Alors, moi ça ne me dérange pas du tout que vous parliez d'hallucination négative, évidemment. Outre que c'est drôle, c'est peut-être même juste. Mais je dois quand même expliquer un tout petit peu, enfin très vite, très vite, hein, parce que sinon ça peut être très, très rébarbatif. Mais pourquoi j'ai éprouvé le besoin de me libérer de ces notions. Si le modernisme désignait ce que vous avez dit, je pourrais encore m'en faire avec. Mais malheureusement, il désigne une périodisation. Il rentre dans une logique de périodisation. Et c'est là que je suis en total désaccord. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas cette chose qui aurait surgi à un moment donné, qui serait le modernisme, dont par exemple Joyce serait un représentant. Il y a un chapitre entier sur Joyce. Mais pour moi, Joyce n'est pas un écrivain moderniste. Pas une seconde, quoi. Je veux dire, et parce que modernisme voudrait dire qu'on est passé dans un nouveau régime de signification postérieur à la représentation, et qu'ensuite il y aurait encore une autre étape qui serait le postmodernisme. Eh bien, c'est exactement tout ça qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai qu'il y ait cette rupture de la représentation, c'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas vrai qu'il y a après le modernisme un postmodernisme qui ferait revenir à un régime de la représentation qu'on aurait écarté dans la phase moderniste. Tout ça est faux, simplement faux. C'est une espèce de simplification qui nous vient d'ailleurs en grande partie des États-Unis
et d'une extraordinaire simplification produite par les penseurs américains sur la base de penseurs français, de la fameuse philosophie française. Et c'est vrai que, si vous voulez, dans mon domaine, dans le travail de fourmi que je fais, là, comme ça, je dis bien fourmi parce qu'il y a des questions de fourmis, bon, les hallucinations microscopiques et tout ça, enfin, cette chose-là qui consiste à rentrer dans les œuvres, vous voyez, comme, oui, enfin, il y a dans le fourmillement des choses, hein, ces catégories n'existent plus. Alors, ça, je l'ai vraiment compris en travaillant avec Mallarmé, quand je me suis aperçu que je pouvais faire une exposition avec 800 pièces remplissant tout un musée, qui n'était pas du tout exhaustive, puisque je vous dis, il manquait Matisse, il manquait plein de choses, puis Clément, c'est très bien, parce que sinon, effectivement, on est dans la saturation, mais qu'on pouvait faire une chose ample. C'est vrai que je cherche une certaine ampleur. Hein. Pour moi, ampleur ne veut pas dire saturé, ne veut pas dire totalitaire, ne veut pas dire totalisant, ne veut pas dire exhaustif. Mais c'est vrai que je crois qu'on a besoin d'une certaine ampleur. À partir du tout petit, d'ailleurs, c'est ça que j'adore chez Blake, c'est un bonheur total. L'ampleur à partir du tout petit. C'est petit comme ça, une gravure de Blake. Ben, je peux vous dire que c'est aussi grand que Pollock. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est la question du champ. Hein, cette expansion comme ça, à partir d'une chose extrêmement petite, qui est une chose livresque comme ça. C'est pas du tout un tableau, hein. On n'est pas du tout dans le plan, c'est pas le grand tableau étalé sur le mur, hein. C'est un petit machin à l'horizontale, comme ça. Hein, bon. Alors, je me suis aperçu donc que je pouvais rassembler 800 pièces et raconter une histoire de l'art moderne qui se suivait, qui arrivait jusqu'à aujourd'hui. Avec des moments, des tensions, etc., bien sûr, hein, mais qu'il n'y avait pas de rupture. On n'était pas dans une continuité, au sens où une continuité, ce serait la chose comme ça, lisse, hein, etc. Bien entendu, il y avait des ruptures constamment, il y avait des tensions constamment, mais il n'y avait pas de coupure. Il n'y avait pas de coupure, il n'y avait pas de crise majeure qui nous amenait à repenser tout, etc. Comme si, par exemple, Joyce, ça n'avait plus rien à voir avec l'histoire du roman antérieur. Vous voyez ? Je peux encore faire une remarque là-dessus. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question de savoir si notre manière de voir et d'imaginer est historique ou pas. Il y a quand même un bon argument pour la défense du modernisme, c'est la guerre de 14-18. C'est les mouvements révolutionnaires en Europe du Sud, etc. Il y a une chose qui est très étonnante, vous savez, avec le phénomène chez les grands traumatisés de guerre, de la reviviscence mémorielle. Vous ouvrez des livres sur le traitement des traumatisés, les gens se réveillent et revivent avec une intensité extrême. C'est d'ailleurs vrai aussi pour des gens aujourd'hui qui ont des accidents de la route, par exemple, revivent avec une intensité extrême les événements qui ont précédé l'explosion de la bombe, ou quand ils se réveillent, quand ils ont l'impression ou quand ils ont réellement perdu un bras, etc. Il y a un truc qui a été découvert récemment c'est que pas un seul poilu de 14 n'avait de reviviscence. C'est un truc qui n'a existé qu'à partir des années 20. Il n'y a pas une seule description dans laquelle ce symptôme, qui est pathognomonique de l'expérience de la névrose traumatique, la reviviscence intense de la scène, aucun des poilus du allemand-anglais, c'était fait surtout sur des Anglais, ne raconte une histoire pareille. Autrement dit, je me demande s'il n'y a pas aussi une dimension vraiment historique de modification physique, corporelle du rapport aux images, au sens où on est susceptible de faire des expériences sensorielles à certains moments qu'on ne peut pas faire. Alors des gens ont dit c'est parce que les années 20 c'est le cinéma, et qu'il y a tout d'un coup la possibilité de se représenter sur ce mode-là, en masse, hein, que ça imprègne la façon même dont nous nous approprions nos souvenirs. Le fait qu'il existe des photos dans notre monde, ou du cinéma, altérait. Je pense que c'est sûrement un facteur, mais que ça ne suffit pas. Et donc, vous voyez, je crois qu'il y a aussi des gens qui ont dû, à un moment, faire une expérience de transformation de leur humanité même.
par exemple, je ne suis pas sûr du tout que les yeux de Blake fonctionnent comme les yeux de Paul Kay. Je pense que ça serait intéressant un truc qui me fascine, vous parlez beaucoup des images optiques, vous savez, en fait c'est pas Sartre, hein, c'est Bergson qui a cette première idée que le rêve naît du fait que quand vous fermez les yeux, vous avez des taches de couleur. Bon. Comment des gens ont pu penser sérieusement qu'un rêve puisse dériver quand vous pressez sur vos rétines et que vous perturbez donc par des variations de pression sur les bâtonnets, vous faites après des taches de couleur, que ça pouvait être l'origine d'un rêve. Jacqueline Carrois vient de publier un livre sur l'histoire des rêves et les récits de rêves. On est totalement fasciné par la manière dont les gens attrapent la sensation visuelle et lui prêtent un pouvoir narratif, un pouvoir de se transformer en rêve, qui pour nous est insensé. C'est-à-dire qu'un rêve ne peut être que l'expression confuse d'un désir réprimé, ou bien un phénomène qui n'a strictement aucune espèce de valeur, mais qui est déjà une signification. Alors, il me semble que c'est parce que quand il se pressait sur les yeux, il faisait des expériences dont il n'y a pas de raison de croire, au motif que ça s'est passé il y a un siècle, qu'elle n'ait pas une qualité substantielle, vraiment tout à fait différente. Oui, mais alors c'est très intéressant, mais là il y a deux choses. D'abord, c'est la l'hypnagogie, parce que je parle énormément de l'hypnagogie. Alors, l'hypnagogie n'est plus aujourd'hui considérée comme une hallucination, c'est un domaine à part. Bon. Mais au XIXe siècle, ça fait partie de l'hallucination. Et ça irait peut-être dans votre sens. C'est-à-dire qu'on aurait à un moment donné été amené à opérer un partage entre les visions de demi-sommeil et le rêve. Bon. Mais ce qui ne va pas du tout dans votre sens, c'est que les surréalistes s'intéressaient plus à l'hypnagogie qu'au rêve. Et donc, que Breton est un grand lecteur de Taine. Et que André Bazin est un grand lecteur de Breton, lecteur de Taine, comme je le montre. Donc ça veut dire qu'il y a une continuité là, complète, et que quand les surréalistes s'intéressent à l'hypnagogie, ils croient absolument à cette génération du récit visuel à partir... Chez Zilberer, voilà. Et quand, comme moi, si je puis me permettre, on a une intense activité hypnagogique, on sait combien le récit avec ses dramatisations peut venir aussi d'un simple jeu de lumière et de couleurs. Ah oui. Parce que parce qu'on le vit. Et alors là, c'est le deuxième point, c'est la question de la dramatisation et de la dédramatisation, qui est tout à fait fondamentale, dont je ne parle pas bien dans mon livre. Je dois faire une autocritique là, parce que je ne voulais pas dire de bêtises, donc j'ai été prudent. Mais maintenant, je pourrais le dire mieux, je pense. Il faudra faire un correctif pour la nouvelle édition. C'est produit à un moment donné, avant la Première Guerre mondiale, un étrange phénomène qui était la liaison de l'expression et de la dédramatisation. Et ça, vous le voyez dans l'art. Vous le voyez de façon remarquable chez Matisse. Vous pouvez même le lire dans les fameuses notes d'un peintre de Matisse de 1908, qui est probablement le plus beau texte écrit par un peintre au XXe siècle, d'une extraordinaire lucidité, d'un raffinement, d'une justesse comme ça, bon, incroyable. Et vous pouvez le comprendre en voyant les équivalences de l'attitude de Matisse dans l'art allemand. Et par exemple chez Schoenberg. Et là, on rejoint la musique. Regardez la peinture de Schoenberg, c'est une peinture dédramatisée, correspondant à son expérience musicale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de schéma, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de script, il n'y a pas tout ça. Ce qu'il y a, c'est la chose qui vient, cette chose qui vient étant expressive. C'est-à-dire que vraiment, alors là, ce que vous disiez tout à l'heure, intérieur, extérieur, hein, c'est parfait. C'est-à-dire ça vient et c'est expressif.
Et il n'y a pas d'organisation dramatique. Il y a même cassure d'organisation dramatique. Et ça, vous le voyez, mais il faut vraiment rentrer dans l'observation des œuvres, hein. Vous le voyez remarquablement chez Matisse, c'est même exprimé encore une fois par lui, et vous le voyez chez Schoenberg, chez certains peintres dits expressionnistes. C'est la question de l'expression même. Parce qu'il faut bien comprendre que expressionnisme, ça vient de expression sur, mais c'est aussi une notion qui a été forgée pour distinguer quelque chose qui se distinguait de l'impressionnisme. Hein? Ex opposé à im. Et l'expressionnisme, ça recouvrait au fond tout ce qui était post-impressionniste. C'est-à-dire aussi bien Picasso, le cubisme, le fauvisme que la Brocke ou le Blau-Reiter. Voilà, tout ça. Et donc, vous voyez, là, c'est ce type, moi, de friction qui m'intéresse. Vous voyez, impressionnisme, expressionnisme. Ça m'intéresse quand même beaucoup plus que d'essayer de trouver une espèce de grande structure comme ça, qui serait le modernisme, etc. C'est ces trucs-là qui sont intéressants. Et l'hypnagogie, pour moi, le jour où j'ai compris que les surréalistes s'intéressaient plus à l'hypnagogie qu'au rêve, là, ça a été, pour moi, je développe ça, j'espère, enfin, parce que c'était vraiment c'est vraiment une chose importante, hein, pour moi. Et ça correspond en plus, je vous dis, enfin bref, je crois que... Juste une remarque, Jean-François, parce que quand je montre les travaux, je parle de l'exposition en cours, quand je montre les travaux de Jacques Rouby, notamment ses dessins, et que j'explique aux gens qui viennent voir comment il a fait, il appelle ça ses siestes. Et c'est les images, il explique très bien, ces siestes qui lui viennent en état hypnagogique et qu'il dessine automatiquement. Et je dis, je suis bien contente d'apprendre que je n'ai pas tout à fait tort, que c'est comme l'écriture automatique avec les surréalistes. Je fais cette comparaison spontanément quand j'explique ça. Voilà. Et ça vient dans ce que vous dites, enfin, c'est la même chose. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les dessins parce que c'est très étonnant. Il en a produit des centaines. Et il les fait, en effet, c'est postprandial, parfois, pas tout le temps, mais c'est en état hypnagogique. Voilà. Il laisse, et c'est là la voie d'accès, enfin, les images inconscientes sont tout à fait, comment dire, à fleur, et se déposent voilà, sur le papier, dans un état de demi-sommeil, voilà, à l'état complètement, comment dire, oui, flottant, on peut dire. Voilà. Oui, et c'est la préoccupation hypnagogique qui a amené les surréalistes à inventer leurs différents médiums, enfin, c'est le cas de le dire, leurs différents langages. Frottage, l'utilisation du collage par Maxert n'a rien à voir avec le collage cubiste, etc. Les sommeils hypnotiques, etc. C'est-à-dire qu'ils ont inventé leur technique à partir de ce primat de l'hypnagogie. Absolument. Et au point que l'hallucination est un procédé. Voilà. Chez les surréalistes, il vient de Rimbaud. Oui, ils reprennent Rimbaud, mais avec la grande différence que eux, ils ont effectivement inventé plein de procédés correspondant à ce procédé. Tandis que Rimbaud, non, il écrit, hein, Rimbaud, il n'y a pas de procédé autre que l'écriture, mais eux, ils vont imaginer plein de trucs, comme vous dites, le frottage, les trucs, pour produire... Qui viennent de ce concept-là. Voilà, qui viennent de ça. Mais là, on est dans une espèce de, à la limite, de productivisme de l'imagination. Oui. Il y a un moment, alors là, pour le coup, on pourrait parler de saturation, parce qu'il y a des effets de saturation, là, alors. Mais là, là, je m'arrête, d'ailleurs, personnellement. Mais pas seulement, parce qu'au fond, Breton lui-même s'est inquiété de ça. Oui, il a dit qu'il n'avait pas évité le cliché. Voilà. Il l'a reconnu. Voilà. Peut-être on peut... Jean-Louis, tu veux dire un mot? Non? Juste évoquer 2 ou 3 noms qui sont dans le livre mais qui prennent beaucoup moins de place mais qui m'ont bien plu pour les raisons personnelles, à savoir la présence de Musil qui revient quand même 2 ou 3 fois, et puis aussi celle de Schreiber, et qui me semble être d'une certaine manière les 2 pôles les plus extrêmes du propos, de votre propos, et qui, bon, voilà, tous les exemples qu'on a dit. L'un parce que d'une certaine manière c'est peut-être jusqu'à un certain point le plus rationaliste des écrivains, et qui vient appréhender
à travers la problématique de l'autre État qui lui occupe toute la fin de sa vie, enfin, donc la deuxième partie de L'homme sans qualité, les relations entre Ulrich et Agathe, entre le frère et la sœur, hein, où effectivement, très inspiré en particulier par des récits de mystiques allemands qui avaient été rassemblés par Martin Buber, il va venir, avec son esprit, disons, extrêmement rationnel, questionner précisément le partage central du rationnel et de l'irrationnel qu'il transforme en ratioïde et non ratioïde, et vient occuper cette zone intermédiaire, finalement, qui est le vrai sujet de votre livre et des exemples que vous donnez. Et puis le deuxième, qui est sans doute, peut-être avec d'autres cas, mais le plus extrême de l'autre côté, qui est sans doute l'un des plus fous, on va dire réellement fous, parmi ceux qui ont écrit. Mais quand on est confronté aux mémoires du président Schreiber, on est véritablement dans un délire, et en même temps, nous, on peut le lire comme une œuvre, j'allais dire, enfin, poétique et prophétique. Hein, Alors, en ce qui concerne Musée, je suis 1000 fois d'accord avec vous, c'est d'ailleurs pourquoi il a une telle place dans le livre, et qu'il est... voilà, dès le début, voilà. Ce que vous rappelez est donné dans le chapitre introductif. Enfin, c'est la fin du chapitre introductif, et c'est toute la question de la mystique, mais d'une mystique justement pensée d'un point de vue rationnel. C'est toujours pareil. L'hallucination est la pensée visionnaire au temps du positivisme. Eh bien, voilà, Musil, c'est la mystique pensée d'un point de vue rationnel. C'est pareil. Bon. Alors, Musil, moi, c'est pour moi l'un des 5 grands romanciers du XXe siècle, que je mets sur le même plan que Proust, Joyce, Kafka et Faulkner. Bon, c'est ça. Donc c'est mon... c'est les 5 romanciers que j'ai le plus lus. Mais je dois dire, alors là, que je ne suis jamais arrivé à m'enthousiasmer pour les mémoires de Schreiber. C'est là que peut-être le littéraire que je suis touche à des limites dans sa curiosité pour la psychiatrie. Et que je considère quand même que Nerval, c'est beaucoup mieux. Je trouve qu'il y a quand même une limite là chez Schreiber en matière, disons, littéraire, artistique. Et... Non, mais j'ai du mal à lire, honnêtement, à lire Schreiber comme une œuvre. Honnêtement, je ne vous reproche pas du tout de l'avoir fait. Je comprends parfaitement qu'on puisse le faire, mais personnellement, je ne peux pas. C'est-à-dire que quand je le lis avec un regard extérieur. J'essaye de suivre un délire. Oui, je suis pas dans la jouissance. J'essaierai de vous offrir. On a fait un livre avec des amis il y a 3 ou 4 ans. Sur le président Schreiber, donc Schreiber président, où précisément la tentative était de s'opposer, de mettre de côté, j'allais dire depuis la lecture de Freud, Lacan, y compris Deleuze, y compris même Canetti, qui est très opposé à Schreiber, et de l'appréhender véritablement à la fois dans sa dimension poétique et en rapport, pour le dire, avec le manichéisme zoroastrien, et à ce moment-là, j'allais dire que ça change complètement d'allure. Voilà. Mais ça m'a échappé. Mais c'est pas vrai. C'était juste pour dire que ça me paraissait constituer l'autre pôle, c'est-à-dire un exemple, un individu, mais une des œuvres quand même, effectives, où on est au plus près de la folie. Et néanmoins, cette capacité qu'il a, j'allais dire, de l'investir par un texte. Et j'aurais voulu que vous reveniez, parce que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Enfin, vous avez évoqué la gravure, et comment finalement, la présence des gestes, finalement, disons le geste de peindre et le geste d'écrire, qui jusqu'à un certain point peuvent être très proches, on l'a évoqué tout à l'heure, et peut-être ce par quoi, même si le corps peut à certains moments, témoignage de Kafka, et là, j'allais dire complètement figé, ankylosé mais il a été investi totalement dans les 8, 7, 8 ou 10 heures d'écriture. Comment vous mettez ce corps, on ne voit guère que finalement dans l'exemple de Kafka, et cette question du tracé comme manière de réaliser en quelque sorte l'hallucination, c'est-à-dire de la transformer, sachant, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui sont presque construites ou provoquées, on va dire presque abstraites, c'est le cas extrême de Musil, d'autres qui sont radicalement vécues, c'est le cas extrême de Schreiber, et entre les deux, ce que vous montrez, c'est l'infinie variation, finalement, entre des états vécus
et des états, j'allais dire, qui font l'objet d'expérimentation. C'est-à-dire que, voilà, à ce moment-là, on se frotte les yeux ou on fait je sais pas quoi, l'écriture automatique, ça. On est dans la prospection, beaucoup moins que dans une, j'allais dire, une mise en œuvre, non, pas pathologique, mais entière, finalement, du corps, comme le témoigne le Kafka. Je suis embarrassé parce que je suis obligé de parler à la première personne. Évidemment, j'utilise ma lecture de Schreber parce que ça fait partie des choses que j'ai lues avec intérêt. Je veux dire, mais quand même, encore une fois, il y a une différence de plaisir, quoi. Enfin, j'ai presque honte de dire ça, parce que c'est un peu... je l'ai vraiment pris comme les deux bornes, c'est pour ça, les plus extrêmes. L'immense plaisir que je prends à lire Musil, je ne le prends pas à lire Schreber, quoi. Et j'ai quand même le sentiment qu'on n'est pas dans la même position de lecture. Et je crois d'ailleurs que Lacan dit quelque chose là-dessus. Il dit à un moment donné que Schreber, c'est quand même pas de la poésie, quoi. Si je me souviens bien. Enfin, je crois qu'à un moment donné, il établissait cette différence. La rigueur du délire de Nerval est admirable, et chez lui, il y a vraiment une recherche de la connaissance. Ce qu'on oublie vraiment de dire, autant que chez Schreber, quand Freud dit « Schreber m'a tout appris », tout ça, où il en savait plus que moi, c'est parce qu'il y a cette idée de connaissance chez Schreber, mais aussi chez Nerval. Bien sûr. Mais sauf qu'on ne le dit jamais à propos de Nerval, parce qu'on croit tellement que c'est lyrique qu'on dit c'est au-delà de la connaissance. Ah non, je veux dire, un grand artiste peut aussi être... du côté de la connaissance, quoi. Et chez Nerval, il y a une idée de connaissance, il veut connaître sa folie, et il pense qu'il peut en parler avec autant de compétences que M. Moreau de Tours, qui lui veut s'approprier en revanche la qualité littéraire de Nerval. Alors il y a un drôle de chassé-croisé là. Bon. Mais, donc on a ça chez Nerval, vous voyez, cette idée de connaissance. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'il y a ça aussi chez Artaud dans la correspondance avec Rivière, mais je crois qu'il y a chez Artaud cette idée qu'il connaît, et que c'est lui qui connaît, et que d'ailleurs il ne peut pas être jugé, que c'est lui qui se jugera, il est le seul témoin de lui-même, comme j'ai dit. Pour me garder du jugement des autres, voilà. Toute la distance qui me sépare de moi. Voilà. Donc vous voyez, et donc, ce que pose là votre rapprochement Musil-Schreber, je ne sais pas si c'est deux extrêmes, mais ça pose en tout cas la question du délire, du rapport entre la création et le délire. Mais moi je dirais, Jean-François, du rapport du sujet à son délire aussi. Parce que moi c'est ça la question que ça me posait. Parce que par exemple, dans votre livre, vous dites très bien que pour certains sujets, comme Burna-Provins, elle le subit totalement. Elle le subit totalement. Elle doit répondre aux voix. Elle est sommée, elle est absolument sous le coup de cette chose qui lui arrive. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a l'extase, il y a le fait d'être sommé, il y a le fait de produire ou d'exploiter, comme on a vu chez les surréalistes, où d'un moment ça devient presque saturant. Moi je trouve que voilà une autre piste éventuellement possible, mais d'interroger par rapport à l'hallucination créatrice, ce qu'en fait chacun, je veux dire, comment il l'accueille et qu'est-ce qu'il fait avec, et comment ça lui arrive, parce que c'est quand même moi je crois aussi toute une question, finalement. Absolument. J'étais frappée par Burna-Provins, ce qu'elle dit. Alors Burna-Provins, un détail incroyable, c'est qu'elle commence à avoir ces hallucinations auxquelles elle doit absolument répondre à la minute de la déclaration de guerre. Quand elle entend sonner le tocsin, là, je crois. Non, sirène. Les sirènes, pardon. Quoi le tocsin? Les sirènes qui annoncent la mobilisation. Et là, c'est parti. C'est fou. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et alors, non, mais le cas de Burna-Provins est merveilleux. Alors, parce qu'il faudrait aussi, il faut dire aussi quelque chose. Je ne sais pas si là encore, on va pouvoir articuler ça avec mais ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est de m'apercevoir qu'il y a une catégorie qu'on appelle art brut.
qui sert comme ça à traiter des cas d'artistes spontanés qui ne seraient pas des artistes professionnels, etc. etc. Mais avec notre obsession des catégories, on n'arrête pas de créer des espèces de ghettos comme ça, de zones réservées, tout ça. Moi, ça m'agace beaucoup, ça. Alors, j'aime pas ça, quoi. Je veux dire, peut-être parce que j'ai le sentiment toujours qu'on m'empêche de circuler. Bon, c'est peut-être ça. Mais cette idée d'art brut, ça, j'avais envie d'évacuer tout ça aussi. Alors, bien sûr que je suis obligé d'en parler. Enfin, évidemment, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, comme si c'était pas une... Parce que quand les notions sont articulées, elles finissent par produire des effets. Donc vous êtes obligé de les prendre en compte pour les effets qu'elles produisent, même si elles sont fausses. Même si elles sont fausses, parce qu'elles produisent des effets qui peuvent même être excellents. Alors, bon, on est donc obligé. Bon. Mais n'empêche que, fondamentalement, ça ne me convient pas. Voilà. Et je dirais ça aussi de bien d'autres choses. C'est-à-dire que, par exemple, le cas de Burma Prova. Qui est une femme. Hein. Oui, alors en plus. Oui, alors en plus, c'est à ça que je vais arriver. Je vais justement parler de ça. Je voudrais justement parler un tout petit peu de ça. Parce que sinon, ça serait en soi une réunion tout entière. Il faudrait qu'on soit clair avec tout ça. Mais Burma Prova est une artiste professionnelle qui a aussi une activité de cinéma. Pas mal. Pas mal. C'est pas formidable, mais c'est pas mal. Ça existe, quoi. Ça existe. Comme il y a plein de bons artistes qui ne sont pas forcément originaux, mais ça existe, c'est bien. Alors évidemment, on n'est pas dans l'art contemporain, hein, on est dans autre chose. Bon, alors, c'est encore art contemporain. Bon, le nombre de catégories comme ça dont il faudrait se débarrasser. Enfin, pourquoi on ne dit pas tout simplement art vivant? Pourquoi pas oui, ce serait tellement plus juste que de dire art contemporain, comme si là encore il y avait une rupture, qu'il y avait un art moderne, puis un art contemporain qui est autre chose. Surtout que c'est un curseur contemporain. Non, mais ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'art moderne qui va jusqu'à aujourd'hui, puis il se trouve qu'à un moment donné, il est vivant. Voilà. Bon, ça me paraît tellement plus simple de voir les choses comme ça. Comment? Dans le meilleur des cas. Oui, dans le meilleur des cas, voilà. Oui, dans le meilleur des cas. Mais, donc, prenons le cas de Burma Prova. C'est très intéressant. Parce qu'elle a une activité professionnelle, et puis elle a cette activité en parallèle. Hein? Et alors, les gens du musée de l'art brut, ils l'exposent parce qu'elle a ça. Mais ils sont quand même obligés aussi de montrer un peu le reste, et alors là, d'un seul coup, ça explose. C'est quoi alors oui, ça ne tient plus, leur catégorie. Bon. Et qu'est-ce que vous faites d'une occasion alors? Et qu'est-ce que vous faites de... je commence à fatiguer. Ah oui. Les évocateurs. Non mais je mentionne là, parce que ça rejoint l'histoire de la musique. Elle entend un soir un concert de Dorothea Tanning. Dorothea Tanning, vous en parlez très Voilà, bien. parce que j'aime énormément Dorothea Tanning. Et alors, Dorothea Tanning, allez distinguer chez elle ce qui est hallucination et ce qui est art. Alors, compte tenu que c'est vraiment de l'art, hein. Bon, alors, parce qu'elle raconte comment, à un moment donné, elle a vu se tracer dans l'air des œuvres qu'ensuite elle a matérialisées pendant des années. Et c'est en écoutant une interprétation d'une pièce de Stockhausen. C'est-à-dire que ces images qu'elle va réaliser dans l'espace, hein, dans l'espace tridimensionnel, hein, dans l'espace du corps, lui viennent de l'écoute de Stockhausen, c'est-à-dire justement de la musique spatialisée. Vous voyez comme c'est intéressant. Et moi je suis très intéressé par cette idée que je ne présente pas dans ce livre, parce qu'encore une fois je suis un peu prudent, trop peut-être, mais que l'hallucination a pu être utilisée par des femmes artistes
contre une certaine forme de discours masculin. Et que cette dimension visionnaire que l'on voit chez les 3 artistes que je viens de mentionner se démarque d'une certaine construction du discours mâle, etc. Et notamment d'un discours mal construit sur le fantasme, etc. Alors, c'est une hypothèse que je ne suis... Oui, mais dans le cas d'Unikazu, on est dans l'homme Jasmin, elle est très probable, votre hypothèse. Voilà. On voit bien, je suggérais ça, il y a l'oppression de belle-mère, Voilà. et puis il y a Michaud qui lui offre la sortie. Voilà. Voilà. Le cas d'Unikazu est parfait L'homme Jasmin pour est un- mon hypothèse, Oui. mais il y en a d'autres. Oui. Donc, ça vaudrait la peine d'être travaillé, cette affaire. Je pense... Mais il y a un correspondant très clair, c'est que c'est dans l'idée, si vous faites l'histoire de la religion, par exemple, hein, les 2 grands siècles du mysticisme, c'est le XVIIe et le XIXe, c'est là où il y a le plus de mystique, et il fait aucun doute que, si vous regardez les travaux de Jacques Maître, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert ça, notamment sur la Madeleine Le Bouc, la fameuse Madeleine de Genet, que les modalités de la jouissance visuelle chez une femme peuvent être explicitement investis pour échapper à tout ce qui est extrêmement normatif du point de vue de ce que l'on peut voir en état d'extase. Du canon de l'extase. Il y a un canon de l'extase. Ça, c'est Et qui est vrai. essentiel parce qu'au C'est ça la dédramatisation. Au XIXe siècle, le débat se fait, l'Église et les psychiatres se partagent les folles, il y a les vrais qui vont devenir des mystiques, mais pour que ce soit des vrais, il faut qu'il y ait des fausses. Donc ils ont besoin des psychiatres. Du même pas que les psychiatres ont besoin de l'Église pour assurer la positivité. Et d'ailleurs, c'est des gens comme Genet, dans tous les pays d'Europe, c'est des anciens adolescents qui ont eu une période mystique, qui se chargent de la tâche de créer des délires mystiques entre 1870 et c'est extrêmement lié à cette question de ce qu'une femme peut voir et qui ne tombe pas dans le canon du visible masculin dans l'extase. Voilà. Donc vous probablement, il y aurait certainement d'autres choses à chercher ailleurs, mais ça, c'est très clair. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une piste qu'il faudrait Virginia expliquer Woolf. vraiment. Woolf. Virginia Woolf serait très intéressant. Alors, là, il y a une chose intéressante. C'est que, et c'est une chose que j'ai écartée du livre là aussi, je peux vous dire ce qu'il manque. Il manque un chapitre sur la musique, mais ça, on en a déjà parlé. Il manque quelque chose d'un peu plus organisé sur la sculpture. L'hallucination de la sculpture, dans les questions un peu partout, avec l'objet, etc. Mais je me suis aperçu après que j'aurais dû poser la question dans la sculpture, parce que sinon, ce qui domine, c'est la question du chant, et vous voyez, la peinture, la musique et tout ça. Alors que l'objet, du coup, même si j'en parle, mais c'est pas... Avec Camille Claudel. Voilà, mais c'est pas, vous voyez, condensé, j'aurais dû faire un chapitre. Et puis, il manque aussi quelque chose sur la situation britannique. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait des échanges très étonnants entre artistes, théoriciens de l'art, ou critiques d'art, et psychanalystes, en Angleterre, beaucoup plus étroits qu'en France, et très spécifiques. Et que c'est dans ce contexte que se situe Virginia Woolf. Et très volontiers, mais j'avais plus le temps, puis encore une fois, j'étais fatigué, mais très volontiers, j'aurais essayé de retracer cette histoire très particulière de Virginia Woolf à, disons, Marion Milner. Marion Milner, Les mains du Dieu vivant, qui est un livre parfois très agaçant, mais admirable quand même, écrit à partir d'une expérience en plus artistique, à mon avis, remarquable. Les dessins de ce livre n'ont jamais été commentés par les psychanalystes et psychiatres, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils n'aiment pas parler d'art, j'en sais rien, mais c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, Marion Milner se trompe souvent dans l'interprétation des dessins, parce qu'elle ne regarde pas d'assez près les dessins. Mais c'est formidable ce livre. Et il y a vraiment là une chose. Et alors, les femmes sont très importantes. Il y a évidemment Mélanie Klein, c'est pas un homme. Alors vous me direz, bien sûr, Winnicott, c'est pas une femme. Bon. Mais il y a une présence féminine très forte là, dans ce jeu de littérature, art, psychanalyse. Et avec justement une problématique du tracé, de nouveau,
que je trouve très passionnante chez Marion Miller, surtout chez Marion Miller, plus que chez Rensweig. Mais ça, j'ai renoncé. Mais un jour, je le ferai, parce que je trouve ça très intéressant. Puis peut-être que je vais changer d'avis en allant vraiment voir les choses de près. Mais de toute façon, il y a une piste là formidable. Mais donc, vous qui vous êtes beaucoup intéressé à la photographie, Oui. qui n'est pas présente dans ce livre, Oui. maintenant, enfin ici, comment est-ce que vous articuleriez ces images hallucinées, ces images, avec celles ou certaines de la photographie? Est-ce que finalement c'est deux univers complètement différents? Ou est-ce que vous voyez, au moins chez certains photographes, j'allais dire des points de connexion là aussi? Est-ce que chez certains photographes, il y a aussi un travail du même type d'investigation de cette zone critique? Alors, dans ce livre, la photographie n'est pas tout à fait absente. Bon, parce que même si j'en traite rapidement, je crois que c'est relativement précis. C'est la question de l'hyperréalisme. Oui, c'est à ce moment-là que... C'est à ce moment-là que j'en parle, et je pense que c'est assez juste de situer l'impact de la photographie dans cette problématique. Parce que, d'abord, il ne faut jamais oublier qu'au XIXe siècle, quand la photographie surgit, elle intervient pour les artistes, les amateurs, les critiques, etc., à l'intérieur d'un double débat. Débat art-industrie, débat sur le réalisme. La photographie intervient à l'intérieur de ces deux débats. Bon. Évidemment, la question du réalisme ne peut plus être la même à partir du moment où existe l'appareil photographique. À partir du moment où existe cette machine à produire des images, la question du réalisme est déplacée. Bon, alors c'est ça que je prends en compte de façon un peu directe comme ça, et en disant alors comment fonctionne par rapport à ça l'hallucination, puisque l'hallucination elle-même se définit par rapport au réalisme. Enfin, à ce moment-là, dans les années 1850, 1860. Et donc j'essaie de cerner ce point-là. Et effectivement, j'en suis amené à parler d'un photographe. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition du Petit Palais qui a été présentée récemment sur la photographie des années 1850, où il y avait des choses admirables. Il faut quand même se souvenir que dans les années 1850, il y a 50 photographes formidables en France. C'est énorme. 50 personnes qui font des images formidables. C'est-à-dire une explosion comme ça de créativité dans ce domaine. Et tous ces gens-là, pourquoi? Parce qu'ils sont, comme je le dis toujours, mais entre les beaux-arts et les médias, etc. Enfin, c'est une situation très forte pour un artiste à ce moment-là qui surgit. D'un seul coup, un artiste a un médium qui lui permet d'être entre les beaux-arts et les médias. Au fond, m'a toujours intéressé dans la photo quelque chose qui puisse venir se rapprocher de ce que je décris dans ce livre. Voilà. C'est-à-dire qu'une photographie qui est purement descriptive, ou une photographie qui est de pure mise en scène, une photographie dans laquelle il n'y aurait pas la dimension d'expression et de dédramatisation, etc., dont je parlais, au fond m'intéresse de moins en moins. Mais au fond, jamais intéressé. Je me suis toujours intéressé dans la photographie. Si je regarde vraiment ce que j'ai vraiment étudié, regardé de près, etc., parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup publié sur la photo, c'est que ça va toujours dans ce sens. Et ça, je l'ai compris en écrivant ces 2 pages. Et que la photographie n'est pas nécessairement du côté de l'objectivité, etc., etc. Et alors, là, on rejoint un thème de la gravure. Alors, tout cela est absolument clair si on pense tracé et si on pense gravure. Voilà. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas isoler la photographie du dessin et de la gravure. Et bon, il faudrait aujourd'hui la réémerger en plus dans une histoire de l'art moderne. Alors, on a vraiment besoin, parce qu'elle est en train de se déporter complètement dans une espèce de truc vraiment bizarre, qui est l'art contemporain et les médias, avec du design en plus. Alors, ça fait un machin vraiment, voilà, pour le coup, difficile à avaler. Bon, mais si vraiment on reprend les choses, on peut voir que elle n'est pas réaliste, enfin objective, elle n'est pas descriptive, elle peut être du tracé. Il y a beaucoup de tracés. Un photographe que j'ai adoré, John Copeland, dessinait toutes ses photos avant de les faire. Elles étaient toutes dessinées et lui-même disait que ces photos c'était du dessin photographique.
sans parler de Fox Talbot, hein, le premier, l'inventeur. Et voilà. Donc il me semble que quand je m'intéresse à Raoul Le Swan ou à tout ça, je m'intéresse à ça. Et au fond, Paul Klee, c'est un grand photographe aussi. Alors, parce qu'il faut aussi voir ça. Comment se fait-il que tant de bons peintres ont fait des photos merveilleuses? C'est quand même intéressant. Ou des bons sculpteurs. Bon, c'est plus rare dans la sculpture, bizarrement. Mais enfin, Matisse est peut-être le seul grand peintre qui ait fait des mauvaises photos. Enfin, des photos pas très intéressantes. Parce que sinon, c'est toujours bien. Alors après, évidemment, on arrive à des absurdités comme de faire de Munch un photographe. Parce que c'était grosso modo la teneur de cette exposition à Beaubourg, qui a eu beaucoup de succès. Enfin, moi, j'étais désespéré. Enfin, je me suis dit, mais si on en est là, alors là, on est foutu, quoi. Ça veut dire que c'est fini, quoi. L'arrêt d'inconscient, c'est terminé, quoi. Mais donc, il faut lutter contre ça c'est sûr. Il faut vraiment lutter contre cette tendance-là. C'est toujours la même, c'est la tendance à toujours privilégier l'objectivation, etc., rapport sujet-objet. Enfin bon, on connaît tout ça par cœur. Et ça, il faut lutter contre ça, c'est sûr. Et c'est là que effectivement, peut-être, même, ça peut devenir politique. Hein, oui, c'est ça qui me rappelle. Est-ce qu'on donnerait quelques temps la parole à la salle? Je propose, François et... Oui, bien sûr. Vous bien. Oui. Vous parlez à plusieurs reprises d'hallucination et de vision, de visionnaire. Faites-vous une différence entre les deux ou pour vous ce sont des choses synonymes? Ah ben non, attendez. Alors, si on réduit visionnaire à vision, évidemment je fais une grande différence, puisque l'hallucination est ne pas passer par... Excusez-moi, je voulais dire visionnaire et hallucination. Mais vous entendez visionnaire dans quel sens? Non, quand moi je dis pensée visionnaire, c'est très clair. C'est une pensée qui porte sur une réalité qui n'est pas accessible au sens dans l'actualité de l'environnement du sujet vivant. Alors, je peux reprendre si vous voulez. La pensée visionnaire, c'est une pensée qui se porte sur des manifestations, des événements, des phénomènes, des réalités, appelez ça comme vous voulez, qui ne sont pas réductibles à la perception actuelle, qui dépassent la perception, qui se produisent ailleurs que dans l'espace de la perception actuelle. Alors, l'hallucination en tant qu'ailleurs du réalisme est la forme de la pensée visionnaire au temps du positivisme. Voilà, ça c'est une thèse que j'avance. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une thèse, donc il peut être réfuté en tant que thèse. Que l'hallucination est l'actualisation de la pensée visionnaire au temps du positivisme. C'est-à-dire le positivisme au sens historique, mais aussi au sens où l'entend Musil, hein, c'est-à-dire les faits. Musil, vous savez, il oppose la mystique à l'homme des faits. Hein, et c'est fort, c'est génial, c'est vraiment génial. L'homme des faits, le fait, l'homme des faits. Mais il ne dit pas que l'homme des faits c'est mal nécessairement, il dit que c'est très important les faits. Hein, attention, moi aussi. Sinon, je ne serais pas historien d'art. Hein. Je veux dire, un historien d'art qui ne s'intéresse pas aux faits, il a du mal. C'est les faits plus les relations vérifiables. Oui, voilà. Sinon, on n'a pas de... On ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas de la cause, pourquoi il y a des logiciens, etc. C'est les faits plus les relations vérifiables entre les faits. Oui, absolument. Et c'est un ascétisme. Oui. Pour Musil, c'est aussi la condition même de la pensée moderne, scientifique, etc. Enfin, il fait commencer ça à Galilée. Enfin, il est radical. Hein, et il ne s'agit pas pour lui de nier... Exactement, il ne s'agit pas pour lui du tout de nier cette dimension. Hein. Il dit simplement il y a autre chose. Il dit il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a une autre pensée. La plupart des positivistes, Carnap a passé des années en analyse, ils étaient au départ extrêmement pro-psychanalyse.
Et pas seulement parce que ça a bien permettait changé, de critiquer la religion. Mais oui, mais c'est d'ailleurs très intéressant de voir pourquoi. Ah, ça, je sais pas. Ah oui, il y a des raisons. Ah. Nous ne connaîtrons pas ce soir. Non, mais c'est très étonnant de penser que Schoenberg, c'est quelqu'un qui est un contemporain des créateurs du positivisme, du néopositivisme logique. Ah oui, ça, oui. Ils vivent dans le même milieu. Ah oui, ça c'est sûr. Einstein est architecte, il Ça, c'est travaille sûr. avec... Ça, c'est sûr. Oui, non, mais c'est l'évolution de la chose qui est un peu décevante. Oui. Par rapport à la question, justement, vous avez beaucoup parlé du chant au début de votre présentation et la question de la transposition d'un chant à un support donné, c'est-à-dire finalement, c'est pas seulement le geste, mais la quête d'un support donné. Et voilà, je vais vous interroger par rapport à ça, qui justement mobilise un certain passage à l'acte qui me semble assez vital. Qu'il y ait dans l'art objet et matérialisation est évident, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à l'art si on ne croit pas à l'objet. C'est pour ça que les phénomènes comme l'art conceptuel sont des phénomènes secondaires dans l'histoire de l'art, ils le resteront toujours. Enfin, c'est des épiphénomènes qui sont très intéressants, mais, parce qu'il y a des choses excellentes, mais c'est des épiphénomènes. Alors, la notion d'objet est centrale dans l'activité artistique. L'activité artistique ne se réduit pas à l'objet, heureusement, elle déborde l'objet, mais il y a de l'objet. Bon, c'est ce qui fait la grande différence avec d'autres activités qui ne supposent pas nécessairement l'objet, qui peuvent par exemple privilégier les relations humaines par exemple. Là, il y a une grande différence. Un artiste ne peut pas privilégier les relations humaines sur l'objet. Il peut s'intéresser beaucoup aux relations humaines, mais il faut qu'il y ait de l'objet et il devra faire... Alors c'est même tellement dérangeant que certains artistes ont renoncé à faire de l'art, tellement ça les agaçait, cette obligation de produire des objets. C'est toute la critique de la réification dans les années 1960. Combien d'artistes ont récusé cette idée de l'objet et de l'œuvre d'art pour mettre en avant la notion d'activité. Bon. L'activité, c'était l'opposé de l'œuvre. On pouvait avoir une activité qui ne conduisait pas nécessairement à une œuvre, donc à un objet. Bon, très bien. Mais justement, l'objet... Alors, quand on parle de champ pictural, évidemment, ce champ, il va se matérialiser. Il va se matérialiser dans un tableau, en règle générale. C'est-à-dire un objet. Parce que c'est un plan avec un support, etc., etc. Mais moi, je ne parlais pas de ça. Je parlais de la constitution du champ pictural et comment, à l'intérieur de l'histoire du tableau, qui est l'histoire d'une forme artistique, on peut retracer la genèse, hein, ça c'est vraiment facile alors. Le tableau, il a une histoire, voilà une forme historique. Donc, à l'intérieur de l'histoire de cette forme, à un moment donné, a surgi l'idée de champ. Vous n'avez pas l'idée de champ, par exemple, chez Véronèse. Dans un immense tableau de Véronèse, vous n'avez pas de champ. Vous avez un grand tableau, oui, vous avez une grande surface, vous avez une ampleur formidable, vous avez une respiration, vous avez tout ce que vous voulez. Dans un tableau de Lebrun, vous aurez une dimension épique, vous êtes dans une dimension narrative, dramatique, etc. Mais le champ pictural tel qu'il apparaît chez Matisse, chez Duchamp, chez d'autres artistes ensuite, après Cézanne, c'est autre chose. C'est quelque chose qui, justement, suppose une dédramatisation, suppose un rapport à l'espace qui, à mon sens, a été favorisé par l'hallucination artistique, par le développement des possibilités de l'hallucination artistique. C'est pourquoi j'aurais vraiment dû parler de Matisse plus que je ne le fais dans ce livre. Mais par ailleurs, si je peux me permettre, je vous renvoie à un autre livre qui s'appelle Les relations du corps, qui contient un texte de 60 pages sur Matisse et ses questions. La perspective, elle sert à faire rentrer la vue dans le tableau et comme armature à une image du corps. Compte tenu que dans ce qui se met en place à la Renaissance, la vue et l'image du corps sont constamment liées. Et c'est justement ça qui explose avec l'hallucination artistique. Quelqu'un comme Roscoe, Comme vous le placez où, Roscoe par exemple? Là, on est en plein dans cette relation au chant, et en plus avec un effet pneumatique. Parce que, alors Rothko, alors là, vous faites bien de le mentionner, parce que là, c'est pur, alors.
On voit bien que c'est pas de la plat. On voit bien qu'il y a une profondeur illusionniste, une sorte d'illusionnisme. Alors, les modernistes, alors là, débattent à l'infini sur le plan, l'illusion, etc. Alors qu'il y a quelque chose de tellement plus vivant, là, dans cet effet de vibration. C'est ça qui est tellement intéressant. Je propose que nous nous arrêtions là, et je remercie Je remercie juste pour leur participation, leurs interventions, etc., leurs réflexions, Pierre-Henri Castel, Jean-Louis Pellegrin et Jean-Philippe Domecq.